Bienvenue dans cette nouvelle année où nous allons synthétiser, moi, Yacine, entre autres cette fois-ci, le cours d'histoire de cinquième année. Aujourd'hui, nous allons résumer le titre 1, chapitre 2, dans l'ordre suivant, savoir en premier lieu, compétences 3 en second lieu, et finalement les concepts 3 et 5. Commençons par les savoirs, co-présentés par Yacine et Juzi. La révolution industrielle. Histoire 5e FC, chapitre 2, partie savoir. Point A. La révolution agricole. La révolution agricole des XVIIe et XVIIIe siècles transforme l'agriculture traditionnelle de subsistance basée sur les céréales à une agriculture combinant l'élevage et la culture fourragère. Grâce à des avancées dans les techniques agricoles, comme l'abandon progressif de la jachère, l'émergence de l'agronomie, le développement des plantes fourragères, l'amélioration des outils et l'utilisation d'engrais chimiques, les rendements en Angleterre croissent, augmentent. La meilleure alimentation de la population entraîne une baisse de la mortalité et par conséquent une hausse de population. Point B. La première révolution industrielle. Pendant la révolution industrielle, on est passé d'un système traditionnel et à un système industriel. Niveau de la production, pendant le système traditionnel, on produisait peu, mais c'était des pièces individuelles uniques. Pendant le système industriel, on produit en grande quantité et c'est des pièces standardisées à la chaîne, donc c'est les mêmes partout. Les lieux de production, c'était dans le système traditionnel, c'était le domicile, donc chez nous, à la maison, dans les ateliers, dans les manufactures. Il y avait quelques machines dans les manufactures, mais c'était pas grand, quoi. Dans les systèmes industriels, c'est dans des usines avec des généralisations des machines, des mécaniques, tout ça. Les sources d'énergie dans le système traditionnel, c'était manuel, principalement. C'était les hommes, c'était la force des hommes, des animaux, de la nature. La nature, c'était par exemple le vent pour les moulins, l'eau pour les, ouais, vous voyez quoi. Dans le système industriel, la source d'énergie, c'est la vapeur. La vapeur, alimentée par le charbon, oui. Travailleurs. C'était des artisans généralistes assurant toutes les étapes de la production. Donc il y avait un artisan pour toutes les étapes de la production. Dans le système industriel, c'était des ouvriers spécialisés dans chaque étape de la production. Donc il y avait un ouvrier par étape. Une série d'inventions techniques, scientifiques et pratiques va transformer le système de production au XVIIIe siècle et au XIXe siècle. Pour produire plus vite, deux innovations majeures. 1. La machine à vapeur, créée en 1712 par l'ingénieur anglais T. Newcomen et améliorée en 1782 par l'ingénieur écossais J. Watt. La vapeur devient la principale source d'énergie alimentée par le charbon. La machine à tisser. Depuis 1733, avec l'invention de la navette volante par l'anglais J. Kay, cette machine est régulièrement modernisée. La vitesse de production augmente, surtout lorsqu'elle est associée à une machine à vapeur. Dans l'industrie textile, dans l'industrie textile, comme dans d'autres secteurs, chaque nouvelle innovation dans le processus de production en entraîne une autre. Si je produis plus de fils, je dois aussi augmenter ma capacité de tissage. Sinon, je risque d'accumuler des stocks de fils. 1820. Locomotive à vapeur, c'est le symbole de la première révolution industrielle. Facilite les échanges de personnes, idées et marchandises, représente le progrès avec sa nouveauté et sa rapidité, et stimule diverses industries comme la métallurgie pour la fabrication des rails et du matériel, la verrerie pour les gares et les charbonnages pour les machines à vapeur dedans les locomotives. Les chemins de fer connectent les grands centres industriels aux ports, ce qui aide à l'importation des matières premières et à l'exportation des produits finis. L'importation, c'est-à-dire que ça vient et ils amènent les produits bruts, enfin les matières brutes,
pour créer des produits finis, donc imaginons du pain, tout ça, pour les faire partir vers d'autres endroits. La première ligne de chemin de fer privé, qui s'étend sur 40 km, relie Stockton à Darlington en 1825, servant au transport de marchandises et de passagers. En 1829, Manchester et Liverpool, distantes de 50 km/h, sont également reliés. C'était deux villes, Liverpool c'était un port et Manchester c'est une grande ville industrielle. En 1837, Birmingham, une ville industrielle et la capitale économique et culturelle, tout ça, de l'Angleterre, Londres, est reliée par les rails. La seconde révolution industrielle. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, les phénomènes observés précédemment en Angleterre s'intensifient et se répandent dans toute l'Europe de l'Ouest, en Amérique du Nord et au Japon. On note une augmentation constante de la production et du produit brut, et du produit national brut. Malgré les périodes de crise ou de stagnation économique, l'industrialisation continue, avec le pétrole et l'électricité, remplaçant progressivement la vapeur comme source d'énergie. L'urbanisation et l'exode rural se poursuivent, modifiant ainsi les paysages. En milieu urbain, le commerce évolue avec l'apparition des grands magasins, qui offrent une large gamme de produits dans des rayons spécialisés. Les moyens de transport se diversifient avec l'inauguration de la première ligne de métro à Londres en 1863 et l'arrivée des tramways à Bruxelles en 1867, qui passent ensuite à la vapeur et à l'électricité en 1894. Parallèlement, la modernité s'installe lentement avec des innovations comme les égouts et les lampadaires électriques. En 1851, Londres accueille la première exposition universelle, rassemblant les productions artisanales et industrielles du monde entier dans un même lieu pour le public. C'est pour montrer toutes les innovations, tout ça, du temps. Voilà. Les usines qui rassemblent des travailleurs, des machines et des matières premières remplacent complètement les ateliers et les travails à domicile. En 1880, l'automobile devient le symbole de la deuxième révolution industrielle. Au début du XXe siècle, des nouvelles idées sur l'organisation scientifique du travail émergent. Exemple, le taylorisme et le fordisme. En 1908, Ford T est le premier modèle de voiture fabriqué en grande quantité et à un prix abordable. Avancées scientifiques, notamment en médecine et en chimie, ainsi que les innovations techniques comme le téléphone, la radio, l'escalier mécanique, l'avion et le cinéma et la photographie se multiplient. Ah, j'ai oublié de le dire. Le taylorisme et le fordisme, en fait, ils cherchent à faire faire aux ouvriers le moins de gestes inutiles et de perdre le moins de temps, parce que le temps le temps c'est devenu une valeur à cette époque-là. Du coup, comme monsieur l'avait montré, il faut qu'ils fassent le moins d'efforts. Du coup, voilà, vous voyez, vous avez tout à disposition. Et il devait faire le tout le plus rapidement possible. Comme il est dit, plus vite. Voilà, tout simplement. Mais c'est pas pour les humains. Les moyens de communication, comme le télégraphe et le téléphone, ainsi que les transports tels que les canaux et les chemins de fer se développent. Moins de distance et ça permet un gain de temps. Et le temps c'est de l'argent, comme on dit. L'inauguration des canaux de Suez en 1869 et de Panama en 1914 réduit les distances en évitant de contourner l'Afrique et les Amériques, ce qui stimule le commerce mondial, surtout entre les colonies et les métropoles.
Les avancées dans le transport maritime facilitent le voyage de nombreux migrants européens vers leurs terres promises. Le 17 décembre 1903, le premier vol motorisé et contrôlé est fait aux USA. Le tourisme, qui était auparavant réservé aux classes supérieures, se répand vers les stations balnéaires, les villes thermales et les destinations exotiques. Avec l'industrialisation, la vitesse et le temps deviennent des valeurs, comme je dis tantôt. Les montres et chronomètres se développent avec l'expansion des chemins de fer. Les compétitions sportives comme les JO modernes depuis 1896 et les défis techniques comme le ruban bleu qui récompense la traversée la plus rapide de l'Atlantique depuis 1838. Les rivalités nationales dans les sports et la technologie se renforcent. Chacun cherchant à être le premier pour représenter son pays. Le développement du transport ferroviaire permet une meilleure coordination plus l'uniformisation du temps. En 1880, l'heure de Greenwich est adoptée comme l'heure officielle du Royaume-Uni, à l'exception de l'Irlande. 4 ans plus tard, les fuseaux horaires sont établis selon ce méridien. La Belgique met en place son heure légale en 1892. La convention du mètre, signée en 1875 par des représentants des 17 États européens, dont la Belgique, vise à unifier et améliorer le système métrique. Les unités de mesure comme le kilogramme, la seconde, le mètre et le kelvin sont progressivement standardisés. 2 nouvelles pratiques économiques, le libéralisme et le capitalisme. A. Smith est connu comme le père du libéralisme économique. 1776, il publie un ouvrage fondamental en économie, Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations. Pour lui, la seule source de richesse est le travail, et c'est le marché concurrentiel et non l'État qui doit réguler l'économie. La quête du profit individuel incite le producteur, presque malgré lui, à servir les intérêts du plus grand nombre, comme s'il était guidé par une main invisible. Pour rester compétitifs, les grandes entreprises industrielles doivent innover technologiquement et réduire leurs coûts de production, ce qui les pousse à croître. Les grandes entreprises absorbent les plus petites. Cette évolution transforme la société individuelle, dirigée par un seul entrepreneur, en société anonyme. Le capital devenu essentiel pour croître est réparti entre plusieurs actionnaires. Une action est égale une part de l'entreprise, permettant à son détenteur de toucher une part des bénéfices dividendes et de participer aux décisions lors des assemblées générales. En cas de perte, les responsabilités se limitent à la valeur du capital investi. La valeur des actions est déterminée par les transactions sur les marchés boursiers, et fluctue en fonction des performances et des perspectives des entreprises. Spéculer consiste à prévoir une augmentation de la valeur d'une action, c'est-à-dire acheter à bas prix et vendre à prix élevé. C'est comme le Bitcoin, pour simplifier. Le bon élève belge dans l'industrialisation. L'industrialisation débute pendant la période française dans nos régions, de 1794 à 1815, puis la période néerlandaise de 1815 à 1830. Il est encouragé par l'industrie textile, avec les premiers ateliers mécanisés à Gand dès 1801, grâce à l'espionnage industriel, ainsi que l'extraction du charbon, facilitée par les machines à vapeur, et la sidérurgie avec les hauts fourneaux. De plus, l'État néerlandais met en place plusieurs mesures pour soutenir le développement industriel. En 1830, la Belgique possède de nombreux atouts pour une industrialisation rapide. Tout d'abord, une main-d'œuvre abondante, puis une agriculture intensive avec des rendements en hausse, puis des ressources naturelles variées, bois, charbon, minerais, etc. La région en regorge plein de ressources comme ça. Puis
un vaste réseau de routes et de voies navigables, ainsi qu'un port de renommée mondiale à Anvers. La première ligne de chemin de fer public belge pour les voyageurs reliant Bruxelles à Malines est inaugurée en mai 1835, avant d'être prolongée vers Anvers un an plus tard. Rapidement, d'autres lignes sont créées vers les bassins industriels wallons, comme Charleroi et Liège. Pour sa taille, la Belgique dispose d'un réseau ferroviaire dense, avec près de 750 km de voies en 1861. Début du XXIe siècle. La Flandre commence à s'industrialiser, notamment dans le secteur textile à Gand, ainsi que dans les industries portuaires et diamantaires à Anvers, et sucrières à Tir-le-Mont. Cependant, la région reste majoritairement agricole. Le port d'Anvers se développe surtout à partir des années 1860 pour le commerce international. En période de crise, dans les secteurs agricoles et textiles, comme au milieu du XXIe siècle, de nombreux Flamands migrent d'abord vers la Wallonie pour trouver un travail puis s'installent définitivement, avant de partir en France ou de traverser l'Atlantique vers les Amériques. La Wallonie est la région la plus industrialisée et la plus riche du pays, surtout le long de l'axe Haine-Sans-Rémeuse, grâce à ses ressources en charbon et en minerai de fer. Elle connaît une forte croissance industrielle et une urbanisation importante après 1830, attirant capitaux et main-d'œuvre. Après 1830, après la révolution belge. Vous avez compris quoi. Les villes de Charleroi et de Liège deviennent des centres industriels majeurs, avec des activités dans le charbon, la métallurgie et la verrerie. Jusqu'aux années 1960, Charleroi se distingue par son développement dans la mécanique et la chimie, notamment avec le groupe Solvay, fondé en 1863 par Ernest Solvay. 1889, la Fabrique nationale d'Herstal est créée par des entrepreneurs pour répondre à une commande de l'État belge de 150 000 fusils. La région liégeoise est déjà un grand pôle industriel à une tradition d'armement depuis le XXIe siècle. Depuis le XVIe siècle. Et diversifie la production dès 1900 avec des motos, des automobiles et des moteurs d'avion. Aujourd'hui, elle est reconnue internationalement pour ses produits. Merci d'avoir visualisé la vidéo. Le document que j'ai lu depuis le début de la vidéo, j'arrive pas à parler, il a été fait par Juicy. Voilà. Merci bien Josie et Yacine pour cette présentation détaillée du savoir. Si vous le permettez, je reprends le micro pour présenter la compétence 3. Voici donc un tableau récapitulatif de la C3 pour parler mathématiques. Sur l'axe des X, les documents, et sur l'axe des Y, voici les questions posées dans la problématique. Tout cela à titre d'exemple, bien sûr. Comme vous le voyez, toutes les cases n'ont pas de réponse concrète. Voyons cela plus en profondeur dans le slide suivant. Voici une liste des plus complètes sur les règles à respecter pour mener bien la C3. Rien de spécial à dire, si ce n'est qu'il est important de bien relire les documents, que si un document ne répond pas à toutes les questions, ce n'est pas grave, mais il faut alors cocher la case pour montrer que vous avez bien compris le document. Et nous voilà déjà à la dernière partie de la vidéo, les concepts 3 et 5. Le capitalisme et le libéralisme, pour commencer, deux principes très importants dans l'économie de la révolution industrielle. Voici d'abord la définition de capitalisme. Vous pouvez mettre en pause pour bien la lire. Je vais détailler pour les suivants. Les biens, aussi bien les billets que les objets, se résument en un seul mot, le capital. Ce capital appartient à des personnes qui le dépensent pour plus tard le récupérer. C'est un investissement. Cet investissement peut se faire dans les usines pour produire plus, plus vite. C'est le slogan du chapitre. Ensuite, le libéralisme économique. Il s'agit d'un concept économique séparant l'État du marché public. L'État n'a donc peu, voire même pas de pouvoir ou d'influence sur le commerce. Petite parenthèse sur deux méthodes de production de la révolution industrielle. Le taylorisme,
il se base sur les travaux de F. W. Taylor qui chronométra ses ouvriers, de sorte à enlever le superflu pour optimiser le rendement. Le temps, c'est de l'argent. Le Fordisme, tiré de Ashford, qui s'inspirera du Taylorisme et poussera le principe plus loin en créant un travail à la chaîne où chaque employé a une action à faire, un geste à réaliser avant de passer au suivant, une sorte de course-relais. Finalement, le dernier concept de la vidéo, le concept de croissance et de développement. Tout d'abord, qu'est-ce que le développement? Il s'agit de toutes les transformations à la fois techniques, sociales, démographiques et culturelles durant la croissance sociale. Mais dites donc, qu'est-ce que la croissance? Eh bien, c'est tout simplement une augmentation considérable et qui perdure dans le temps de la production en économie. Quant à la crise, c'est exactement l'inverse. C'est une baisse considérable et qui perdure dans le temps de la production en économie. Et bien voilà, fin de la synthèse. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de partager à ceux qui en ont le plus besoin ou les petits curieux. Clap de fin de la vidéo.